Qu'est-ce qu'un État? Comment peut-il naître? Quelles sont ses finalités? À partir de quel moment les dirigeants abusent-ils de leur pouvoir? Voilà toutes les questions que nous allons aborder dans ce podcast, qui est le 5e volet d'une série consacrée au traité sur le gouvernement civil de John Locke. Je vais vous présenter rapidement les principales thèses et le cheminement d'ensemble que nous allons suivre. L'État, selon Locke, comme chez Hobbes d'ailleurs, est à penser comme étant le fruit d'un contrat. Mais quel contrat exactement? C'est un contrat par lequel on autorise un certain nombre de gens à avoir le pouvoir. Cette doctrine de l'État qu'on appelle le contractualisme soulève des objections, vous allez le voir, notamment l'idée que ce fameux contrat ne serait pas historique, voire qu'il ne serait pas du tout possible. Locke va répondre à ces objections. Et enfin, la dernière grande question que nous aborderons est la question de la finalité de l'État, qui, vous allez le voir chez Locke, est liée avec la question de ses limites, puisque une fois qu'on a déterminé quelle était la fin ou le but de l'État, cela implique que tout ce qui excède ce but est illégitime. Et l'on verra que la thèse de Locke consiste à dire que l'État a pour vocation de protéger la vie, les libertés et les biens des citoyens, ce qu'il appelle d'un seul mot les propriétés. Locke va tenter de montrer qu'il est nécessaire de mettre en place cette communauté politique, parce que sans État, les humains ne respectent pas scrupuleusement les règles de justice les uns par rapport aux autres, ce qu'il appelle aussi les lois de nature. Mais en même temps, il ne faut pas tomber de cette injustice naturelle-là à une injustice politique, et il faut donc mettre des bornes à l'exercice légitime du pouvoir. La question qui se pose ici, je l'ai dit, c'est qu'est-ce qu'un État? Dans le vocabulaire de Locke, cela peut se dire aussi d'une autre manière. Comment passe-t-on de l'état de nature à l'état civil? Les États, au sens politique, n'ont pas toujours existé. Donc conventionnellement, on va appeler état de nature la situation dans laquelle on vit sans État. La notion d'état civil n'est pas du tout la même que celle qu'on utilise aujourd'hui. L'état civil, c'est la situation dans laquelle on vit quand l'État avec un E majuscule existe. D'où cette expression que l'on peut trouver chez Locke comme chez Rousseau plus tard, cette question du passage de l'état de nature à l'état civil, qui revient à se demander comment on peut instituer un État au sens politique du terme, avec un E majuscule. Cette question sur la définition d'un État peut aussi revêtir une forme plus concrète, à savoir à partir de quand il y a État, dans quel territoire l'État existe-t-il vraiment? Évidemment, si vous prenez une carte aujourd'hui, un planisphère, on a l'impression qu'il y a des États partout, mais en réalité, il y a beaucoup de territoires qui échappent en grande partie à toute juridiction étatique, et c'était encore évidemment beaucoup plus vrai à l'époque de Locke lui-même. Et donc, il nous faut un critère pour pouvoir déterminer dans telle ou telle région est-ce qu'il y a un État ou pas. Et sa réponse, c'est que l'on a quitté l'état de nature, on est entré dans l'état civil lorsque l'on a renoncé à notre droit naturel à se faire justice par soi-même, et lorsqu'il existe donc des tribunaux auxquels on peut faire appel pour régler les différents litiges. Je cite le paragraphe 87. On trouve une société politique seulement là où chacun des membres s'est dépouillé de son pouvoir naturel de punir et l'a remis entre les mains de la société. Comme on l'avait vu dans le 2e podcast de la série, nous avons un droit naturel à juger et sanctionner ceux qui nous nuisent en désobéissant à une loi de nature. Par exemple, à l'état de nature, j'ai le droit de punir quelqu'un qui m'a volé, qui m'a détroussé de quelque chose que je pouvais légitimement tenir pour ma propriété privée, voir le podcast 5 de la série. Eh bien, une fois que l'on passe à l'état civil, une fois que l'on institue un État, je me dépouille de ce droit de me faire justice moi-même. Je n'ai plus le droit de sanctionner le voleur moi-même. Continuons le paragraphe 87. Par ce moyen, tout jugement des particuliers étant exclu, la société acquiert le droit de souveraineté et certaines lois étant établies et certains hommes autorisés par la communauté pour les faire exécuter, ces hommes terminent tous les différends qui peuvent arriver entre les membres de cette société-là. Par là, il est aisé de discerner ceux qui sont ou qui ne sont pas ensemble dans une société politique, ceux qui composent un seul et même corps politique,
qui ont des lois communes établies et des juges auxquels ils peuvent appeler, ceux-là sont dans une société civile les uns avec les autres. Et Locke précise que ces juges doivent avoir l'autorité de terminer les disputes et les procès, de punir ceux qui font du tort aux autres en commettant un crime. En revanche, fin du paragraphe 87, ceux qui ne peuvent pas en appeler à un tribunal sur la terre, ni à aucune loi positive, c'est-à-dire une loi conventionnelle, décidée et adoptée dans une société donnée, ceux-là sont toujours dans l'état de nature. Alors comment fait-on pour instituer un État ? Sur ce point, Locke est d'une certaine manière proche de Hobbes, qui s'étend beaucoup plus d'ailleurs sur le sujet. Je me permets de vous renvoyer à ma 5e vidéo sur Hobbes, sur ma chaîne de vidéo Le Décodeur Philosophique. Et dans les textes, c'est surtout le chapitre 17 du Léviathan, dans lequel Hobbes propose notamment une formulation de ce que serait le contrat, le texte explicite du contrat que chacun passe avec les autres. Je cite Hobbes, « C'est comme si chacun devait dire à chacun « J'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes, j'abandonne mon droit de me gouverner à cet homme ou à cette assemblée, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et tu autorises toutes ses actions de la même manière. » Pour ce qui est de Locke maintenant, revenons-y, on peut se référer au paragraphe 89 du second traité sur le gouvernement civil. Il parle d'abord des personnes qui se seraient assemblées une première fois et qui auraient fait une première communauté politique, puis ensuite de ceux qui les rejoignent après coup et qui rentrent donc dans un contrat qui a déjà été passé. Je cite, « Au nombre des membres d'une telle société doivent être mises non seulement les diverses personnes qui, étant dans l'état de nature, ont voulu entrer en société pour composer un peuple et un corps politique, sous un gouvernement souverain, mais aussi tous ceux qui se sont joints par la suite à ces gens-là, qui se sont incorporés à la même société, qui se sont soumis à un gouvernement déjà établi. Car de cette manière, ils autorisent la société dans laquelle ils entrent volontairement. » Ici, on retrouve le concept d'autorisation, donner autorité à quelqu'un, qui était déjà utilisé par Hobbes, notamment au chapitre 17 du Léviathan. Je reprends, de cette manière, ils autorisent la société dans laquelle ils entrent volontairement, confirment le pouvoir qu'ont les magistrats et les princes de faire les lois, selon que le bien public le requiert, et s'engagent encore à joindre leur secours à celui des autres, s'il est nécessaire, pour la sûreté des lois et l'exécution des jugements. Et un peu plus loin dans le paragraphe 95, Locke donne une description générale du pacte qui fonde une société politique. Je cite, « Les hommes, ainsi qu'il a été dit, étant tous naturellement libres, égaux et indépendants, nul ne peut être tiré de cet état, sous-entendu l'état de nature dans lequel on est libre, etc., et être soumis au pouvoir politique d'autrui sans son propre consentement, par lequel il peut convenir avec d'autres hommes de se joindre et s'unir en société pour leur conservation, pour leur sûreté mutuelle, pour la tranquillité de leur vie, pour jouir paisiblement de ce qui leur appartient en propre et être mieux à l'abri des torts de ceux qui voudraient leur nuire et leur faire du mal. » Quand un certain nombre de personnes ont convenu ainsi de former une communauté et un gouvernement, ils sont par là en même temps incorporés et composent un seul corps politique, dans lequel le plus grand nombre a le droit de conclure et d'agir. On a vu qu'il y a des similitudes entre le contrat dont parle Locke et celui dont parle Hobbes, mais il y a aussi des différences, et Locke va insister sur ces différences immédiatement. Notamment, il va montrer que sa conception du contrat et du passage de l'état de nature à l'état civil implique l'idée suivant laquelle la monarchie absolue n'est pas vraiment un régime politique, c'est-à-dire que le monarque absolu est en fait toujours dans l'état de nature. Alors que dans la philosophie politique de Hobbes, ce n'est pas le cas. La théorie de la souveraineté défendue par Hobbes implique que si cette souveraineté revient à une seule personne, ce qui est tout à fait possible, dans ce cas-là, on a une monarchie absolue. Pour plus de détails sur ce point, je vous renvoie à ma 6e vidéo sur Hobbes qui s'intitule « L'unité de l'État est-elle menacée par la multiplicité des pouvoirs ?» Locke donc s'oppose à cette possibilité. Dès le paragraphe 90, en effet, il insiste sur l'idée que le but de la société civile, le but de ce pacte par lequel on autorise quelqu'un, on donne du pouvoir à quelqu'un, c'est de remédier aux inconvénients qui se trouvent dans l'état de nature. Et notamment, Locke insiste, à titre d'inconvénient de l'état de nature, sur l'idée que chacun a la liberté d'être juge de sa propre cause. Or, dans une monarchie absolue, on a justement cette même situation. Le prince absolu ou le monarque absolu est libre de juger sa propre cause. Conclusion de Locke,
le monarque absolu est dans l'état de nature par rapport à ses citoyens. Et il dit très clairement alors, la monarchie absolue, qui semble être considérée par quelques-uns comme le seul gouvernement qui doit avoir lieu dans le monde, est à vrai dire incompatible avec la société civile et ne peut nullement être réputée être une forme de gouvernement civil. Là, on a un désaccord majeur avec Hobbes. D'après Hobbes, le souverain, quel qu'il soit, une seule personne, plusieurs personnes ou la totalité, c'est-à-dire dans une démocratie, ce souverain donc a tous les pouvoirs, même s'il peut les déléguer également, et donc il doit avoir à la fois le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Cette concentration des pouvoirs étant très importante pour éviter les conflits, parce que si l'on a deux pouvoirs séparés, avec aucun pouvoir au-dessus d'eux pour arbitrer leurs litiges, dans ce cas-là, la guerre civile menace, comme en Angleterre dans les années 1640. Locke défend au contraire l'idée suivant laquelle nul ne peut être juge en sa propre cause. Il refuse donc la théorie de la souveraineté de Hobbes, au moins dans sa forme monarchique. Dans le podcast suivant, vous verrez que nous allons beaucoup approfondir cette question. Nous verrons l'opposition qui existe en vérité entre les théories de la séparation des pouvoirs et les théories de la souveraineté comme celle de Hobbes. Dans la suite du chapitre 8, Locke va se faire à lui-même deux objections très intéressantes que l'on fait généralement aux théories contractualistes, c'est-à-dire qui pensent l'État comme étant le fruit d'un contrat. Je cite Locke. À cela, on fait deux objections. La première, c'est qu'on ne saurait montrer dans l'histoire aucun exemple d'une compagnie d'hommes indépendants et égaux, les uns à l'égard des autres, qui se soient joints et unis pour composer un corps politique et qui, par cette voie, ait commencé à établir un gouvernement. La seconde objection, c'est qu'il est impossible de droit que les hommes aient fait cela, car ils naissent tous sous un gouvernement et ils sont obligés de s'y soumettre et n'ont donc pas la liberté de jeter les fondements d'un nouveau gouvernement. Fin de citation. Je précise que les notions d'État et de gouvernement ne sont pas distinguées par Locke, c'est une distinction qui sera introduite bien plus tard par Rousseau dans le contrat social. Ces objections peuvent venir de conservateurs, voire de partisans du droit divin, par exemple, qui refusent d'accorder une liberté aux êtres humains de consentir ou non à faire partie d'un pacte social ou d'un contrat. Ces mêmes objections pourraient aussi venir d'un bord politique tout à fait différent, avec une tendance plutôt hostile à l'idée que c'est vraiment par choix que nous vivons dans des sociétés civiles. Alors que répond Locke à ces deux objections ? Contre la première objection, il dit « Si, on a des exemples historiques » et il cite Rome et Venise. Je cite « Rome et Venise ont commencé par des gens libres et indépendants, les uns par rapport aux autres, entre lesquels il n'y avait nulle supériorité, nulle suggestion naturelle. » Alors à vrai dire, on sait peu de choses sur les débuts de Rome, mais on dit souvent qu'il s'agit effectivement d'un ensemble de brigands qui se sont plus ou moins associés, avant même qu'une monarchie se mette en place. Pour ce qui concerne Venise, là non plus nos renseignements ne sont pas très fiables. Sa fondation est bien postérieure à celle de Rome puisqu'elle a eu lieu au 5e ou au 6e siècle. Et lorsque Locke écrit, cela fait déjà 1000 ans que Venise est une république. Et avec l'idée de république, il y a l'idée que les différents citoyens sont associés volontairement de leur propre consentement. C'est donc un assez bon exemple de ce que veut dire une théorie contractualiste de l'État. Locke va aussi se servir plusieurs fois d'exemples de populations d'Amérique pour dire soit que certaines vivent sans aucune forme de gouvernement, soit que certaines ont une forme de gouvernement mais extrêmement libre, c'est-à-dire que son origine démocratique ne fait absolument aucun doute. Donc dans les deux cas, ce sont des exemples historiques au sens d'exemples réels de compagnies d'hommes qui se considèrent comme des égaux et qui peuvent éventuellement se donner de manière libre un gouvernement ou un chef. À propos de l'Amérique, Locke se réfère à un auteur qui s'appelle Joseph Acosta. Il dit qu'il est très fortement probable que les habitants du Pérou n'ont eu durant très longtemps ni roi ni communauté politique, mais qu'ils ont vécu et sont allés en troupes ou en tribus, ainsi que font aujourd'hui ceux qui habitent la Floride, et comme le pratiquent encore les Chiricana et les gens du Brésil, et plusieurs autres nations qui n'ont pas de roi, mais qui, suivant que l'occasion de la paix ou de la guerre se présente, choisissent leur capitaine selon leur volonté. Paragraphe 102.
C'est un paragraphe assez important puisque Locke montre qu'il a parfaitement conscience qu'il existe des endroits où il n'y a aucun gouvernement, aucune force de coercition politique. On a véritablement des gens qui sont libres de se donner des chefs ou de ne pas s'en donner, et qui généralement s'en donnent, mais seulement en temps de guerre, les pouvoirs du roi étant tout à fait nuls en temps de paix. On retrouvera toutes ces thématiques bien plus tard chez Pierre Clastres dans son ouvrage La société contre l'État. Locke enfonce le clou un peu plus loin au paragraphe 108. Les rois des Indiens dans l'Amérique, dont les manières et les coutumes doivent toujours être regardées comme un modèle de ce qui s'est pratiqué dans le premier âge du monde, en Asie et en Europe, pendant que les habitants de cette partie de la Terre, si éloignés des autres, ont été en petit nombre. Les rois des Indiens dans l'Amérique, donc, n'ont été guère plus que des généraux de leur armée. Quoi qu'ils commandent absolument pendant la guerre, ils n'exercent chez eux en temps de paix qu'une autorité fort mince, et non qu'une souveraineté très modérée. Les résolutions au sujet de la paix et de la guerre sont pour l'ordinaire les résolutions du peuple ou du conseil. Du reste, la guerre elle-même, qui ne s'accommode guère de la pluralité des généraux, fait tomber naturellement le commandement entre les mains des rois seuls. Donc il est normal d'avoir besoin de confier tous les pouvoirs à une personne en temps de guerre. Mais les Américains autochtones sont tout à fait capables de distinguer ces temps de guerre des temps de paix, et donc, dès que la paix revient, ils redeviennent tous libres et égaux, pouvant se donner des chefs ou ne pas s'en donner, et constituant donc une société pleinement volontaire, pleinement consentie. Tout cela permet donc de réfuter l'objection historique, je la rappelle, je la relis. La première objection, c'était qu'on ne saurait montrer dans l'histoire aucun exemple d'une compagnie d'hommes indépendants et égaux, les uns à l'égard des autres, qui se soient joints et unis pour composer un corps, et qui par cette voie aient commencé à établir un gouvernement. Ensuite, à propos de la deuxième objection, je la rappelle, d'après cette objection, il serait impossible, en droit ou de droit, que les hommes aient fait cela, c'est-à-dire aient commencé librement à établir des sociétés politiques, parce que, naissant tous sous un gouvernement, ils sont obligés de s'y soumettre, et n'ont pas la liberté de jeter les fondements d'un nouveau gouvernement ou d'une nouvelle société politique. Cette objection ne tient pas, et voilà comment Locke présente sa réponse, c'est que les engagements d'un homme ne lient pas ses enfants ou sa postérité. Donc on peut bien admettre qu'un homme s'est engagé à faire partie d'une certaine société politique, et dans ce cas-là, il faut qu'il accomplisse les promesses qu'il a faites. En revanche, ses enfants n'ont pas les mêmes engagements, et il est donc tout à fait légitime qu'ils quittent la société de leurs parents. Locke remarque d'ailleurs au paragraphe 115 qu'il n'y a pas dans l'histoire de plus fréquents exemples que ceux des gens qui se sont retirés de l'obéissance et de la juridiction sous laquelle ils étaient nés et qui ont établi de nouveaux gouvernements en d'autres endroits. Il résulte de ce qu'on vient de dire qu'il est tout à fait possible qu'une société politique soit fondée librement par des êtres humains libres et égaux qui consentent pleinement à en faire partie. Mais la question, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi, est-ce que moi, vivant dans une société qui est déjà établie depuis longtemps, dans laquelle je suis né, est-ce que je suis là volontairement, de mon propre consentement? Comment est-ce qu'il faut que je pense mon appartenance à cette société dans laquelle je suis né? Il se trouve que on ne m'a jamais demandé de signer un papier pour dire « Voulez-vous bien faire partie de telle communauté politique ou de telle société politique ?» pour reprendre le terme de Locke. Donc je n'ai jamais donné mon consentement explicite. Mais il devient ici essentiel de distinguer entre un consentement explicite et un consentement implicite, ou ce que Locke appelle au paragraphe 119 un consentement express et un consentement tacite. On est obligé de dire, quand on défend une théorie du contrat, une théorie contractualiste, que certes, on ne s'engage pas explicitement dans un contrat en étant citoyen d'un État, à moins de demander une naturalisation, mais dans le cas le plus courant, on est citoyen. Et donc là-dessus, Locke écrit au paragraphe 119, on distingue communément entre un consentement explicite ou express et un consentement tacite ou implicite. Et cette distinction importe à notre sujet. Personne ne doutera, je pense, que le consentement express de quelqu'un qui entre dans une société ne le rende parfait membre de cette société-là et sujet du gouvernement auquel il s'est soumis. La difficulté est de savoir ce qui doit être regardé comme un consentement tacite et jusqu'où il oblige et lie
c'est-à-dire jusqu'où quelqu'un peut être censé avoir consenti et s'être soumis à un gouvernement, quoiqu'il n'ait pas proféré une seule parole sur ce sujet. Cette question est vraiment complexe, d'autant que, comme le remarque un peu plus loin Locke, au paragraphe 122, il faut distinguer entre le consentement tacite à faire partie d'une société politique et le consentement tacite à respecter les lois d'une société politique. Ce n'est pas la même chose parce que il y a beaucoup de gens qui sont des étrangers sur un territoire, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la société politique, qu'ils ne se considèrent pas eux-mêmes comme des membres ou comme des citoyens de cette société, mais en revanche, ils donnent leur consentement tacite à respecter les lois de la société dans laquelle ils vivent. Donc pour ce qui est du consentement tacite simplement à obéir aux lois, Locke déclare que le simple fait d'être sur le territoire d'un pays ou d'une société politique implique un consentement tacite à en respecter les lois. C'est la fin du paragraphe 119. Et Locke insiste aussi beaucoup sur l'idée que si quelqu'un a des possessions sur le territoire de l'État, alors là, on est vraiment absolument certain qu'il donne son consentement à obéir aux lois puisqu'il bénéficie de la protection du gouvernement. Pour ce qui concerne maintenant l'appartenance à la société politique, en tant que membre, en tant que citoyen, dans le cas où il n'y a pas de consentement express, tout ce qu'on peut faire finalement, c'est de présupposer un consentement tacite de la part de ceux qui vivent sur le territoire en étant considérés comme des citoyens, qui jouissent de leurs droits de citoyens comme le droit de vote éventuellement. Et finalement, c'est surtout la possibilité de partir, de quitter l'État, qui est importante pour dire qu'il y a un consentement tacite à y rester. Passons au chapitre 9, intitulé « Des fins ou des buts de la société politique et du gouvernement ». Vous allez voir que dans ce chapitre, Locke développe notamment les raisons pour lesquelles il faut sortir de l'état de nature et passer le pacte. Alors c'est un peu étonnant de les mettre seulement maintenant, après le chapitre dans lequel on parle du pacte. Chez Hobbes, par exemple, l'ordre semblait davantage logique. On avait d'abord le chapitre 13 du Léviathan sur les causes de conflit à l'état de nature, et ensuite le chapitre 17 sur l'institution d'une communauté politique ou d'un État. Chez Locke, il y a une inversion. On a d'abord la présentation du contrat, la présentation de ce que c'est qu'un État, ou ce qu'il appelle aussi une société politique, et ensuite on a un chapitre sur les causes de conflit à l'état de nature. Cette inversion vient du fait que les raisons pour lesquelles on sort de l'état de nature sont les mêmes que la finalité de la société politique, et comme je l'ai déjà dit, il faudra avoir une idée de cette finalité pour limiter les pouvoirs du gouvernement. Donc dans ce chapitre 9, on va avoir à la fois des arguments assez proches de ceux de Hobbes pour dire que l'état de nature n'est pas vivable et qu'il faut en sortir, et en même temps des arguments anti-hobbésiens pour dire que le but de la société civile, c'est la protection de la liberté et des biens, ce qui constitue une limite au pouvoir politique. Lisons donc le début du chapitre 9. Si l'homme dans l'état de nature est aussi libre que je l'ai dit, s'il est seigneur absolu de sa personne et de ses possessions, pourquoi se soumet-il à la domination et à la surveillance de quelque autre pouvoir? Il est aisé de répondre qu'encore que dans l'état de nature, l'homme est un droit, tel que nous l'avons posé, la jouissance de ce droit est pourtant fort incertaine et exposée sans cesse à l'invasion d'autrui. Car tous les hommes étant rois, tous étant égaux et la plupart peu exacts observateurs de l'équité et de la justice, la jouissance d'un bien propre dans cet état est mal assurée et ne peut guère être tranquille. C'est ce qui oblige les hommes de quitter cette condition qu'est l'état de nature, laquelle, quelque libre qu'elle soit, est pleine de craintes et exposée à de continuels dangers. Et cela fait voir que ce n'est pas sans raison qu'ils recherchent la société, qu'ils souhaitent de se joindre avec d'autres qui sont déjà unis ou qui ont dessein de s'unir et de composer un corps politique pour la conservation mutuelle de leur vie, de leur liberté et de leurs biens, chose que j'appelle d'un nom général leur propriété. Donc on a vraiment ici deux idées très différentes. La première idée, c'est que l'état de nature est plein de craintes. Et la deuxième idée, c'est que la société politique devra absolument maintenir les libertés fondamentales ou les droits fondamentaux des individus. Alors pour ce qui concerne la première idée, l'idée sur laquelle l'état de nature est plein de craintes,
cela semble être absolument contradictoire avec ce que Locke a dit au chapitre 3. J'en ai parlé dans le premier podcast de la série. Dans le chapitre 3, il écrit que l'état de nature est un état de paix, de bienveillance, d'assistance, de conservation mutuelle, et qu'il faut le distinguer d'un état de guerre, de mutuelle destruction, de violence. Donc, dans le paragraphe 19 notamment, du chapitre 3, on avait vraiment une sorte d'opposition caricaturale quasiment entre un état de nature lockéen, paisible, et un état de nature hopétien qui serait un état de guerre. Ici, dans le chapitre 9, on n'a plus du tout cette opposition. Locke semble tout à fait d'accord avec Hobbes. Il dit que l'état de nature est un état dans lequel on est exposé à de continuels dangers. J'ai déjà tenté de fournir une explication de cette contradiction apparente dans le deuxième podcast de la série, mais je vous la rappelle. Il faut considérer qu'il y a chez Locke deux acceptions de l'état de nature, une acception restreinte, stricte, et une acception large. Dans l'acception stricte, l'état de nature, ce serait une situation dans laquelle non seulement il existe des humains qui ne sont pas engagés les uns par rapport aux autres, non seulement chacun de ces êtres humains est conscient qu'il existe des lois de nature qu'il doit respecter, mais en plus, il les respecte tous effectivement, de telle sorte que c'est un état de paix et de bienveillance. Mais au sens plus large, Locke se rapproche un petit peu de la réalité en disant c'est un état dans lequel il n'y a pas d'engagement, pas de contrat, dans lequel on a une certaine conscience de devoir obéir à des lois de nature, mais on n'y obéit pas de manière scrupuleuse. Je relis les phrases les plus importantes. La plupart des êtres humains sont peu exacts observateurs de l'équité et de la justice. Et donc ces petits manquements à l'équité et à la justice s'accumulent de telle sorte que les conflits dégénèrent bientôt, d'où la conclusion de Locke suivant laquelle toute vie en dehors d'une société politique est une vie pleine de craintes et de continuels dangers. Mais la deuxième idée, qui est cette fois tout à fait opposée à la philosophie de Hobbes, c'est qu'on tire de là le but de la société et que ce but, à savoir la protection de la vie, de la liberté et des biens, pourra être opposé au gouvernement. On pourra comparer ce que fait le gouvernement ou ce que font les gens qui ont du pouvoir avec les buts pour lesquels on a institué la société civile. Comparaison qui n'était pas possible dans la philosophie de Hobbes parce que seul le pouvoir souverain était lui-même en droit de faire cette comparaison entre ce qu'il fait effectivement et ce qu'il devrait faire normalement. Et je vous invite aussi à retenir cette triade lockéenne très célèbre qui résume ce que l'État doit faire, ce que l'État doit toujours protéger. La vie, la liberté et les biens, paragraphe 123, qui va, je dirais, du plus nécessaire au moins nécessaire. En tout cas, on peut penser qu'il y a une sorte de hiérarchie d'importance entre la vie, la liberté et les biens. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Locke appelle cela d'un seul nom, les propriétés. Et donc, on peut résumer la finalité de l'État, la finalité de la société politique, en disant qu'elle vise à protéger les propriétés des individus, sachant que les propriétés, ça ne désigne pas seulement les biens, mais aussi la vie et les libertés, comme la liberté de mouvement, la liberté d'expression par exemple. C'est donc un sens large du mot propriété. Paragraphe 124. La plus grande et la principale fin que se proposent les hommes lorsqu'ils s'unissent en communauté et se soumettent à un gouvernement, c'est de conserver leurs propriétés, pour la conservation desquelles bien des choses manquent dans l'état de nature. Et ici, Locke va nous donner 3 manques de l'état de nature qui impliquent qu'il dégénère en état de guerre. Premièrement, il y manque des lois établies, connues, reçues et approuvées d'un commun consentement qui soit comme l'étendard du droit et du tort, de la justice et de l'injustice, et comme une commune mesure capable de terminer les différends qui s'élèveraient. Car bien que les lois de la nature soient claires et intelligibles à toutes les créatures raisonnables, cependant, les hommes étant poussés par l'intérêt aussi bien qu'ignorants à l'égard de ces lois, faute de les étudier, ils ne sont guère disposés lorsqu'il s'agit de quelques cas particuliers qui les concernent, à considérer les lois de la nature comme des choses qu'ils sont très étroitement obligés d'observer. Par exemple, on va se permettre quelques petits larcins, en allant voler par exemple quelques chèvres ou quelques moutons qui appartiennent au village d'à côté. Remarquons que, au chapitre 2, Locke nous disait que les lois de nature sont plus faciles à comprendre que les lois positives. Ici, il nous dit que l'on est moins motivé à les appliquer et c'est pourquoi elles doivent être transformées en lois positives ou en lois établies. Paragraphe 125. En deuxième lieu, dans l'état de nature, il manque un juge reconnu qui ne soit pas partial,
Car dans cet état-là, chacun étant juge et revêtu du pouvoir de faire exécuter les lois de nature et d'en punir les infracteurs, et les hommes étant partiaux, principalement lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes et de leurs intérêts, la passion et la vengeance sont fort propres à les porter bien loin, à les jeter dans de funestes extrémités et leur faire commettre bien des injustices. Ils sont fort ardents lorsqu'il s'agit de ce qui les regarde, et fort négligents, fort froids lorsqu'il s'agit de ce qui concerne les autres, ce qui est la source d'une infinité d'injustices et de désordre. Fin de citation. Par exemple, on va avoir tendance spontanément à vouloir punir quelqu'un qui nous a volé de manière totalement disproportionnée. Donc, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, si jamais on me vole quelques chèvres ou quelques moutons, je vais avoir tendance à vouloir punir les voleurs d'une manière éventuellement extrême, jusqu'à la peine de mort finalement. Je ne saurais trop insister sur l'importance de cette analyse du paragraphe 125. Je rappelle que selon Hobbes, les 3 principales causes de conflit sont la concurrence, la défiance et la fierté. On veut la même chose, concurrence, on se méfie ou on anticipe les attaques des autres, défiance, et on réagit quand on est blessé, quand on est méprisé. Voilà les 3 principales causes de conflit selon Hobbes. Ici, Locke nous propose encore une autre analyse qui pourrait compléter finalement celle de Hobbes. Hobbes, lui, n'avait pas identifié cette cause de conflit parce qu'il partait du principe qu'à l'état de nature, de toute façon, les lois de nature sont inapplicables. C'est-à-dire que on sait ce qui est bien ou mal, mais on ne songe même pas à l'appliquer parce qu'on sait que les autres ne l'appliqueront pas. Donc, les lois de nature sont muettes, dit Hobbes. Locke a une analyse qui me semble davantage pertinente. Ce n'est pas que les lois de nature sont muettes, mais elles sont appliquées de manière extrêmement partiale. Si j'estime devoir me venger, ce qui peut arriver assez souvent même pour de petites choses, je me venge outre mesure, de manière excessive. Et mon agresseur se venge lui-même de manière excessive. Et c'est par ces manquements répétés à la mesure et à l'impartialité que l'état de nature dégénère en état de guerre. Paragraphe 126. En 3e lieu, dans l'état de nature, il manque, dit Locke, un pouvoir qui soit capable d'appuyer, de soutenir une sentence donnée et de l'exécuter. Ceux qui ont commis quelques crimes emploient d'abord, lorsqu'ils peuvent, la force pour soutenir leur injustice, c'est-à-dire finalement pour éviter la sanction. Et la résistance qu'ils font rend parfois le fait d'administrer une punition dangereux. On ne peut pas punir les crimes dans l'état de nature parce que les criminels sont parfois trop puissants et ça serait exposer sa vie que d'essayer de sanctionner quelqu'un. Toute cette analyse est mise au service d'une conception du but de la société. Au paragraphe 131 qui termine ce chapitre 9, Locke résume de la façon suivante ce qu'il vient d'établir. Le pouvoir doit se réduire à mettre en sûreté et à conserver les propriétés de chacun, en remédiant aux 3 défauts dont il a été fait mention ci-dessus, et qui rendaient l'état de nature si dangereux et si incommode. Et Locke en tire alors des devoirs pour les personnes qui ont le pouvoir. Première chose, qui que ce soit qui a le pouvoir législatif ou souverain d'une communauté est obligé de gouverner suivant des lois établies et connues du peuple, non par des décrets arbitraires et formés sur le champ. Deuxième chose, il est obligé d'établir des juges désintéressés et équitables qui décident les différends par ces lois. Troisième chose, le pouvoir souverain est obligé d'employer les forces de la communauté au-dedans seulement pour faire exécuter ses lois, ou au-dehors pour prévenir et réprimer les attaques de l'étranger, pour mettre la communauté à couvert des invasions. Et de manière plus générale, dans tout ce qu'il fait, le pouvoir ne doit se proposer aucune autre fin que la tranquillité, la sûreté et le bien du peuple. Nous arrivons au terme de ce 5e podcast consacré à la philosophie politique de John Locke. Nous avons vu que l'État est une autorité qui est le fruit d'un contrat, soit explicite, soit implicite. Contrat entre des hommes libres et égaux, dont la finalité ne peut être que la préservation de la vie, des libertés et des biens. Dans le 6e podcast, nous nous demanderons comment doit être organisé l'État que l'on vient d'instituer, et notamment quels doivent être les rapports entre les différents pouvoirs qui le composent. Faut-il une séparation stricte des pouvoirs avec plusieurs pouvoirs en équilibre les uns par rapport aux autres, ou faut-il au contraire un pouvoir au-dessus des autres, un pouvoir souverain qui serait capable de garantir l'unité de l'État ?